Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors je vais commencer par des considérations techniques. Évidemment, vous coupez vos portables, vous les mettez en mode avion, d'autant plus que l'événement de ce soir est vraiment exceptionnel, en ce sens que vous allez assister, je pense, à la première cousinade entre deux établissements culturels de Montpellier, puisque la médiathèque de Montpellier ainsi que le musée Fabre sont tous les deux des descendants de François-Xavier Fabre. Vous savez sans doute, alors pour le musée c'est très connu, mais les collections de la médiathèque sont majoritairement constituées, pour les parties anciennes, de livres, estampes, manuscrits provenant de Xavier Fabre. Donc j'accueille un cousin, Pierre Stefanov, que vous connaissez tous. Pas besoin de le présenter, je crois. Pierre Stefanov, c'est un peu le Lionel Messi des musées. Hein. Tous les musées se l'arrachent, ou aimeraient se l'arracher. Il déplace les foules, je vois que vous êtes très nombreux, comme d'habitude. Et il transforme un événement en beau miracle. On est toujours très content de l'entendre. Donc, Lionel, je vous laisse le ballon. Pardon, Pierre, je vous laisse la parole. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon voyage à travers les tableaux du musée Fabre. Et n'oubliez pas d'aller ensuite, ou dans les journées à venir, visiter l'exposition au 3e étage. Bonne soirée. Merci beaucoup Mathieu pour cet accueil chaleureux. Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Ce soir donc je voulais vous parler des 4 tableaux qu'on a eu au musée Fabre donc le plaisir de prêter pour l'exposition qui démarrera demain à la médiathèque Émile Zola et qui est donc consacrée au voyage. Alors on a souhaité avec Mathieu, avec les personnes de la médiathèque avec qui j'ai eu des échanges, on a souhaité bien sûr que ces œuvres puissent offrir un éventail varié sur ce thème du voyage. Et je l'espère, c'est ce qui va vous apparaître dans ces 4 tableaux que nous allons observer ensemble et disséquer de notre mieux. Alors voici donc le premier. J'ai voulu commencer par ce tableau parce que, ma foi, il nous donne une vision assez quotidienne et même prosaïque de ce que c'est que le voyage. C'est un peu le voyage pour nous aujourd'hui, mais transposé au XVIIe siècle. Le repos devant l'auberge, donc, de Jan Steen, qui est un des grands artistes du siècle d'or néerlandais, le XVIIe siècle aux Pays-Bas, qui a été une période d'essor économique extraordinaire et donc d'essor artistique de la même manière, avec un extraordinaire ensemble d'artistes, tous plus talentueux les uns que les autres. Et Jan Steen fait incontestablement partie de ces peintres. Alors le tableau que nous avons sous les yeux, donc, il représente un moment du voyage qui est celui de la pause, celui du repos au terme d'une journée de mouvement, et sans doute avant d'en inaugurer une autre. Nous voyons au centre de l'image donc un voyageur qui s'est installé et qui s'apprête donc à recevoir un verre de vin d'une servante, d'une serveuse de cet établissement. Il est installé sous la tonnelle et on voit dans le ciel une lumière déclinante, c'est la fin du jour. Donc on a cette ambiance à la fois de repos, de réjouissance, une ambiance un peu idyllique et souriante, avec donc un thème prosaïque, puisque les personnages que vous voyez, ils sont bien sûr non identifiés et évidemment non identifiables, ce sont des anonymes. Et ce tableau, c'est ce qu'on appelle donc une scène de genre, c'est-à-dire un tableau qui ne représente pas d'histoire précise, ni tiré de la mythologie, ni tiré de l'histoire, ni tiré de la Bible. Un tableau qui ne représente pas non plus, qui ne se focalise pas non plus sur des objets, donc ce n'est pas une nature morte, qui ne se focalise pas non plus sur la nature, donc ce n'est pas un paysage. Non, c'est un tableau qui représente une scène du quotidien, et c'est ce qu'on appelle donc une scène de genre, un genre artistique dans lequel les artistes néerlandais se sont particulièrement surpassés. C'est notamment le cas de Jan Steen, qui, dans ce XVIIe siècle néerlandais, qui a mis en place une véritable division du travail dans les arts, eh bien Jan Steen, toute sa vie, il a peint que des scènes de genre. C'était sa spécialité, et il n'a fait que ça. Alors Jan Steen, pour vous parler rapidement de sa carrière, il a une carrière assez typique des artistes néerlandais du XVIIe siècle, c'est-à-dire une carrière assez ennuyeuse,
puisque ces artistes, eh bien, ce sont, pour ainsi dire, des artisans qui se concentrent sur leur art, s'efforcent de peindre des tableaux, de bien les vendre, de s'enrichir, de s'acheter une belle maison, de s'acheter des terres et de finir dans un état de confort économique raisonnable. Pour vous donner, pour vous dire combien c'est important cet aspect, vous avez de très nombreux artistes à cette époque, au XVIIe siècle, qui ont gagné leur pain grâce à leur art, qu'on puisse acheter de beaux champs, de belles maisons, faire des locations, faire de la rente, et qui ont arrêté de peindre parce qu'ils étaient assez riches pour ne plus peindre. Donc vous voyez une vie qu'on espère, au terme du travail, assez bourgeoise. Alors il n'empêche que c'est quand même un artiste qui lui-même a été en mouvement, qui a quand même changé de foyer, qui a quand même changé d'école, de ville pour travailler, puisque pour vous donner une idée, hein, il est originaire de Leyde, et je vais y revenir, hein, c'est une ville qu'on appelle en néerlandais Leiden, et donc il est reçu comme maître dans cette ville en 1648. Ça veut dire qu'il a le brevet officiel qui dit que c'est un peintre accompli et qu'il a le droit de travailler et d'ouvrir un atelier. On va le retrouver par la suite dans des villes telles que La Haye, telles que Delft, et même à Haarlem, qui est une ville près d'Amsterdam. Donc vous voyez un artiste qui est lui-même dans une situation de mobilité, qui est lui-même un voyageur. On relativise quand même, puisqu'on parle des Pays-Bas, où chacune des villes dont je vous parle sont à 20 km les unes des autres. Hein. Alors non, je peux pas. J'ai pas l'interrupteur. Ok, super. Voilà, comme ça les contrastes sont plus affirmés. Très bien. Donc c'est probablement hein, dans ce type de voyage hein, que s'inscrit l'image que l'on voit, hein, sans doute hein, peut-être un marchand qui se déplace de ville en ville, mais dans, vous voyez, des petits voyages, sachant que les Pays-Bas, c'était vraiment le territoire le plus aménagé de l'Europe au XVIIe siècle, avec des centaines et des milliers de canaux navigables, des routes, donc un espace très aménagé. Alors cette idée hein, du repos devant l'auberge, c'est vraiment presque un thème hein, qui s'impose au XVIIe siècle. J'aurais pu vous en trouver tout un ensemble d'exemples. Vous voyez par exemple que au musée Fabre, rien qu'au musée Fabre, on a 2 autres tableaux qui représentent ce sujet hein, du repos devant l'auberge. Un exemple de Sébastien Bourdon et un autre tableau de Carrel du Jardin. Alors vous voyez, c'est des tableaux qui sont d'ailleurs assez contemporains les uns des autres. Hein. Le tableau en haut à gauche, il est peint par Bourdon à Paris, mais dans une veine très nordique, très hollandaise, qui imite ces tableaux hollandais. Et puis le tableau de Carrel du Jardin, qui lui, pour le coup, est un néerlandais, qui terminera sa carrière à Venise. Vous voyez que les artistes sont très mobiles. Eh bien, ça, c'est un tableau qui est quasiment contemporain de notre tableau de Jan Steen. Et donc lui, on l'appelle, vous voyez, le coup de l'étrier, puisqu'on y voit un voyageur qui boit un dernier coup de vin avant de monter sur sa mule, de mettre fin à sa pause, à son repos, et de repartir en voyage. Vous voyez que le thème, même le motif hein, de la tonnelle à l'entrée de l'auberge, on le retrouve dans nos 2 tableaux et dans le tableau de Jan Steen. Donc vous voyez, ce sont vraiment des choses assez typiques et assez caractéristiques. Ce qui est intéressant stylistiquement dans le tableau de Jan Steen du musée Fabre et de l'exposition, c'est qu'il marque une transformation dans la manière de peindre de notre artiste. Jan Steen, c'est un artiste qui commence de cette manière-là. Donc vous voyez une manière qui s'inscrit en fait dans la tradition néerlandaise de représenter les excès, les vices des classes populaires, de personnages qui s'enivrent, de personnages qui mettent le désordre dans le foyer, donc des scènes assez drôlatiques hein, finalement, mais peintes, vous voyez, sur un mode assez rustique, avec une touche picturale assez épaisse et avec une gamme chromatique assez resserrée, vous voyez, dans des crèmes, dans des blancs, dans des bruns. Au moment où, après ces nombreux voyages, Jan Steen revient, et je reviens en arrière, voilà, Jan Steen revient dans sa ville natale de Leyde, eh bien, il s'est passé bien des choses artistiquement, puisque on a vu y éclore un nouveau style artistique qu'on appelle le style des fine schilders. Ça veut dire les peintres fins. On a vu à Leyde apparaître ce style qu'on appelle la peinture fine. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Hein.
plutôt que de peindre de manière épaisse, de manière grasse, pour représenter des sujets eux-mêmes un peu parfois graveleux ou drôlatiques, eh bien les artistes tout à coup se mettent à peindre au contraire d'une manière extrêmement délicate, très raffinée, dans la touche et dans l'exécution. Et ce qui est très amusant, c'est que le tableau, et je vous invite vraiment à le voir en vrai, parce que je vous décris quelque chose, mais le tableau vous le dira beaucoup mieux que moi, c'est un tableau d'un raffinement extrême d'exécution, et vous pourrez vraiment approcher votre œil pour admirer tous les détails. C'est un tableau dans lequel on ne voit presque pas le coup de pinceau, et c'est ça l'objectif des peintres fins, c'est qu'on ne voit pas le coup de pinceau, mais qu'on ait l'impression de voir la matière elle-même sous nos yeux. Il y a le détail qui est absolument magnifique, notamment du pot de grès là qui brille, qui est peint avec une touche picturale assez dense et qui va imiter cette texture de la terre cuite. Il y a un degré de raffinement aussi très très précis dans les petites perles qui ornent le chapeau du monsieur. Donc c'est tout un ensemble de détails qui font plaisir à l'œil du fait de leur raffinement. C'est ce qu'on appelait au XVIIe siècle le beau fini, le côté très fini, très laqué de ces tableaux. Ce tableau d'ailleurs est peint sur bois, ce qui renforce encore ce côté très fini, très brillant et très laqué. Eh bien c'est précisément en revenant dans sa ville natale de Leyde que Jan Steen découvre cette nouvelle manière de peindre, notamment sous l'influence d'un autre artiste qui est resté, lui, à Leyde, qui va devenir son ami, et qui s'appelle Frans van Mieris. Et ici, vous en avez un exemple, également un tableau du musée Fabre, d'un degré d'illusionnisme, de préciosité et de raffinement tout à fait exceptionnel. Vous le devinez dans la photo, qui est de bonne qualité. On est vraiment dans cette belle enfileuse de perles, on est vraiment enchanté par la beauté de ces moirures, par les détails de ce tapis, par les détails également de cette belle manche de cette robe. C'est un tableau dans lequel l'œil plonge et reste presque prisonnier. Regardez les dimensions, c'est un tableau qui fait 23 cm de haut, et il n'empêche, il en est d'autant plus piégeux pour le regard par cet illusionnisme radical. Donc Jan Steen, lui, va toujours rester dans ces sujets un peu grivois, un peu souriants, tout en se convertissant stylistiquement à une peinture très fine et très raffinée. C'est une contradiction assez amusante dans son tableau. Il y a un élément qui est très typique des peintres fins, un élément d'illusionnisme assez typique, c'est l'arche que vous avez au premier plan, et qui en fait sert de moyen terme entre vous et l'image, et qui vous donne l'impression que ce que vous voyez, c'est pas un tableau, c'est une fenêtre ouverte dans un mur, et vous avez l'impression qu'à travers le mur, vous assistez à cette scène. Donc vous voyez, c'est presque comme une espèce de lanterne magique, comme une espèce de truc de magicien, et c'est vraiment sur ce mode-là que les artistes de cette école vont manifester leur talent. Alors au-delà de ces considérations stylistiques, on peut aller plus avant dans l'exploration de la scène, et je trouvais intéressant de vous mettre en rapport une autre version du tableau, parce que comme je vous le disais, nos artistes qui veulent devenir riches, ils ont tendance aussi à faire quelque chose, c'est-à-dire à refaire le même tableau. C'est pas économique en termes d'exécution, mais en termes d'imagination, c'est très économique, vous refaites le même. Et vous le vendez à quelqu'un, d'ailleurs quelqu'un qui est souvent très content d'avoir le même tableau qu'il a vu ailleurs, il a envie d'avoir le même. Bon. Mais on se permet cependant parfois des petits écarts. Et donc vous voyez qu'ici, ce qui est très différent déjà, c'est le cadrage, qui est beaucoup plus resserré sur les figures, qui place vraiment de manière beaucoup plus lisible ce verre de vin au centre de l'image, qui sert de pont dans l'échange entre les deux figures. Et puis vous avez une fleur qui est placée sur la table, alors que dans le tableau du musée Fabre, nous avions, je pense que la photo le permet de le voir, nous avions des noix. Alors ces noix, qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Il y a un proverbe en néerlandais qui dit, qu'est-ce qu'il dit ce proverbe ? Il dit « Qui a une noix doit la casser ». Donc ça veut dire qu'il faut savoir saisir l'occasion qui se présente. Et donc en fait, évidemment, ce petit détail ne fait que renforcer la tonalité érotique du tableau, avec ce personnage masculin, ce voyageur, qui est en train d'être séduit par cette tenancière,
il y a souvent, en fait, dans la peinture néerlandaise, cette sorte de tension entre, d'une part, le consommateur libidineux, qui espère que le verre de vin sera un tremplin vers autre chose, et au contraire, la femme, la tenancière, qui incite à la consommation jusqu'à ce que sommeil s'ensuive. Ça, c'est, vous voyez, ça vous fait rire. Et évidemment, ces tableaux-là, ils étaient faits pour exprimer cette idée et pour faire rire, évidemment, les spectateurs. Il y a un autre détail érotique, enfin, dans ce registre érotique. Enfin, il y en a deux autres même. Il y a d'une part le coq, qui peut parfois être un symbole de lubricité et de désir, qui est à gauche. Et puis à droite, sur le mode presque de l'avertissement, vous avez le chien endormi. Alors, qu'est-ce que représente le chien endormi ? En fait, dans l'iconographie de l'art en Occident, le chien représente la fidélité, mais il représente aussi la veille, la prudence, puisque le chien monte la garde. Donc un chien endormi représente l'imprudence, précisément, parce qu'un chien ne doit pas dormir, justement, il doit veiller sur son maître. Et là, le chien ne veille pas sur son maître, donc ce personnage va peut-être se laisser berner, se laisser enivrer, se laisser pousser à la consommation. Donc vous voyez une tonalité érotique assez manifeste dans ce tableau ravissant. Et d'autre part, je voulais également élargir cette question de l'offrande du verre de vin, parce que ça c'est vraiment aussi un motif qui se retrouve particulièrement dans cette peinture du XVIIe siècle, et c'est presque l'image de la séduction en fait. Un petit peu comme on invite à une danse pour séduire, eh bien l'offrande du verre de vin, c'est aussi comme une sorte de rituel sentimental, érotique, que tous nos peintres de scènes de genre de ce siècle d'or néerlandais ont exploré. Alors je vous en ai mis deux exemples. Un premier qui se passe dans un bordel, donc un tableau exécuté par l'ami oui, certains commencent à voir le détail, qui tue. Donc un tableau qui a été peint donc par l'ami de Jan Steen, donc Frans van Mieris, dont on a vu l'enfileuse de perles tout à l'heure. Et donc on a un client ici qui se fait servir un verre de vin, tandis que voilà, on voit que l'artiste a utilisé aussi le thème du chien, mais sur un mode beaucoup moins, comment dirais-je, beaucoup moins pudique que Jan Steen, pour rendre l'allusion bien franche, mais en même temps amusante. Et puis un autre immense maître de la scène de genre, si célèbre, mondialement célèbre à cette époque, sur un mode beaucoup plus aristocratique, cette tonalité aristocratique qui marque vraiment son art. Je veux parler bien sûr de Vermeer, qui nous représente ici, vous voyez, cette fois-ci un homme qui offre un verre de vin à une belle dame qui nous sourit, mais cette fois-ci, vous voyez, avec presque une posture d'offrande, une posture vraiment de gentilhomme, de manière très précieuse, mais au fond, vous voyez que c'est toujours le même motif, toujours le même thème que l'on retrouve. Donc voici un peu pour notre premier tableau. Alors je vais passer au second tableau maintenant, qu'on a eu donc, que vous pourrez voir dans l'exposition, et là qui nous inscrit vraiment dans, je pense, je dis ça un peu à la louche, mais statistiquement il y a quand même de fortes chances que j'ai raison, le thème du voyage par excellence dans l'art occidental dès le Moyen-Âge. Je veux parler bien sûr de la fuite en Égypte. Ça c'est vraiment un thème que l'on retrouve maintes et maintes fois représenté. Tous les peintres d'histoire, voilà, par opposition aux peintres de genre qu'on a vu tout à l'heure, tous les peintres d'histoire qui se spécialisaient dans la représentation des grands épisodes de la Bible, eh bien, ils ont quasiment tous peint à un moment ou à un autre une fuite en Égypte, un repos de la Sainte Famille en Égypte, une Sainte Famille qui arrive en Égypte, une Sainte Famille qui quitte l'Égypte. Tout le monde s'y est mis. Et la fuite en Égypte, c'est bien sûr un voyage, évidemment. Alors, au musée Fabre, on conserve plusieurs tableaux qui représentent ce sujet. Et l'exemple qui est peut-être le plus précieux, c'est ce ravissant tableau du tout début du XVIIe siècle,
peint sur cuivre. Et je vous invite également, quand vous irez voir l'exposition, à être attentif à cet aspect, puisque de même que le tableau précédent est peint sur bois et a ce côté laqué, précieux et brillant, et bien de la même manière, ce tableau de Ludovico Cardi, qu'on surnomme Cigoli, eh bien il est peint sur cuivre et ça lui donne également un degré de précision, de raffinement, de brillance et donc de plaisir pour l'œil qui est tout à fait exceptionnel. Alors Cigoli, c'est un artiste un peu méconnu aujourd'hui, qui est à cheval en fait entre deux siècles, entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle. Il est à cheval également stylistiquement entre plusieurs mouvements artistiques, puisqu'il est d'abord formé dans la tradition de ce qu'on appelle le maniérisme, c'est-à-dire le dernier mouvement de la Renaissance, une peinture très sophistiquée, très complexe, avec des personnages avec des poses très complexes également, anatomiquement, des couleurs également très sophistiquées, parfois antinaturalistes, et puis un second mouvement qui se met en place à la fin du XVIe siècle et qui triomphe au début du XVIIe siècle, on pourrait appeler le mouvement artistique de la contre-réforme, c'est-à-dire un art beaucoup plus intuitif, beaucoup plus réaliste, parfois sentimental, souvent assez populaire dans sa manière de représenter les personnages, c'est-à-dire qui correspond en fait à cette période où l'Église catholique a voulu revenir à des sujets dévots et à des sujets pieux et à des sujets populaires en représentant les personnages religieux comme des personnages simples pour convertir les âmes. Alors le tableau que vous voyez, bien, il est un petit peu à cheval sur ces deux tendances, comme la carrière de Cigoli en général, puisque le tableau insiste à la fois sur un certain dénuement, si je puis dire, de cette sainte famille. Vous voyez, ce sont des personnages assez modestes. La Vierge est une jeune fille. Joseph, bon, c'est un personnage assez amusant. Hein, c'est une espèce de voyageur avec son bonnet, son pantalon, il est pieds nus. Ce sont des personnages un peu du quotidien. Une manière justement de renforcer le caractère touchant de cette scène. Hein. Qu'est-ce que c'est que la Sainte Famille ? C'est d'abord un couple et un pauvre enfant qui sont obligés de fuir leur patrie. Donc il y a quelque chose de touchant là-dedans. Il y a le détail merveilleux de réalisme un peu magique, si je puis dire, de cet ange qui guide la Sainte Famille. Et vous voyez, ça c'est absolument merveilleux, qui relève sa robe pour pas se mouiller dans la rivière. Est-ce que les anges peuvent se salir, vous voyez ? Bon. Donc pour renforcer ce réalisme, on montre l'ange justement qui fait bien attention à ne pas se salir. Et puis dans le même temps, sur un mode beaucoup plus maniériste, ce paysage que vous voyez qui est assez étrange, avec des effets de profondeur très accentués, des enchaînements de plans sombres, je pense à l'arbre à gauche, suivis par des plans plus lumineux, un usage, vous voyez, aussi assez artificiel en fait, de l'enchaînement des couleurs, puisque le dernier plan au fond est représenté dans un camailleux de bleu qui suscite un sentiment de profondeur, ce qu'on appelle la perspective atmosphérique, mais qui est assez exagéré et qui donne un côté assez artificiel, mais en même temps assez précieux, assez magique à cette image. Il en va de même pour les couleurs également, qui sont vraiment éclatantes. Alors le peintre qui a peint ce tableau, comme je vous le disais, c'est un artiste donc à cheval entre deux siècles, entre deux mouvements. Et ce qui est intéressant de noter, c'est une remarque que je me suis faite en préparant cette présentation. Elle est toute bête, mais elle est intéressante quand même. Vous voyez que l'artiste se fait appeler Cigoli. Personne aujourd'hui ne dit Ludovico Cardi, tout le monde dit Cigoli. Et ça, c'est très typique des artistes italiens qui se font, comme vous le voyez, en fait très souvent appelés par le nom de leur ville natale. Ce qui indique donc que ce sont eux-mêmes des artistes voyageurs. Puisque évidemment, on ne se fait pas appeler du nom de sa ville natale quand on reste dans sa ville natale, parce que ça n'aide pas beaucoup à vous identifier. Par contre, évidemment, quand vous venez du bled de Cigoli et que vous travaillez à Florence ou à Rome, comme le fera Cigoli, tout de suite, c'est beaucoup plus évocateur. Pensez à des artistes comme aussi célèbres que Caravage, par exemple. Son vrai nom, c'est Michelangelo Merisi. Et Caravage, c'est le nom du petit bled où il est né, à côté de Milan. Et c'est le nom qu'on lui a donné, parce que c'était quelqu'un qui venait d'ailleurs. Pensez à un autre artiste, par exemple, je sais pas, le Parmesan. Bon, il s'appelle comme ça parce qu'il vient de Parme, mais pas pour une autre raison. Parmigianino, disent les Italiens.
mais son vrai nom, c'était Girolamo Mazzola. Donc, on change, vous voyez, les noms en fonction de l'origine des artistes. Ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que ce tableau, alors on ne connaît pas bien son histoire, mais on a des indices quand même, c'est sans doute lui-même un tableau qui était destiné à voyager et qui a peut-être connu lui-même de grands voyages. Il faut avoir à l'esprit que les tableaux eux-mêmes que je vous montre, parfois, ils changent de pays, ils voyagent, ils changent de main, et pour certains d'entre eux, c'est pas le cas des 4 tableaux auxquels on s'intéresse ce soir, mais on a dans nos collections vraiment ce qu'on peut appeler des tableaux voyageurs, qui ont incroyablement changé de collection, de pays, et qui nous racontent, à travers leur histoire matérielle, qui nous racontent eux-mêmes bien des voyages. En tout cas, ce tableau, c'était en fait une commande très prestigieuse. C'était en fait le grand-duc de Toscane, Ferdinand Ier de Médicis, qui avait commandé un cadeau pour la reine d'Espagne, Marguerite d'Autriche, qui était en fait la cousine de sa bru, c'est-à-dire la cousine, oui voilà, la cousine de la fille de son fils qui deviendra lui-même grand-duc à sa suite, donc un cadeau diplomatique. L'idée, c'était d'offrir à cette reine d'Espagne une suite de petites peintures précieuses sur cuivre qui représenteraient les différents épisodes de la vie de la Vierge. Et pour ce faire, eh bien, le grand-duc de Florence avait sollicité tout un ensemble d'artistes célèbres florentins de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle pour réaliser chacun un épisode. Et chacun devait être peint sur cuivre. Et ces tableaux avaient vocation à rejoindre un couvent en Espagne, dont la reine d'Espagne était la fondatrice et qui était dédié à la Vierge. Alors, par exemple, vous voyez un artiste comme Alessandro Allori, qui est un artiste dont on a un tableau d'ailleurs assez magnifique au musée Fabre, devait peindre une nativité, épisode important de la vie de la Vierge. Son fils Cristofano Allori devait peindre une représentation de la Vierge du Rosaire. Un autre peintre, Jacopo da Empoli, devait peindre la Dormition, c'est-à-dire la mort de la Vierge. Et Cigoli, quant à lui, devait peindre la fuite en Égypte, autre épisode important de la vie de la Vierge. Alors, est-ce que les tableaux ont été livrés ou pas? On ne le sait pas. On sait en tout cas que ce tableau correspond, de toute évidence, à la plaque de cuivre. Le support de ce tableau correspond de toute évidence à la plaque de cuivre qui a été livrée à Cigoli pour qu'il réalise son tableau. On le sait par des documents d'archives. Peut-être que ce tableau n'a jamais été livré et c'est sans doute à Florence que Fabre en a fait l'acquisition pendant ses années de résidence dans la ville avant de le donner à sa ville natale. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir à travers la Sainte Famille, la fuite en Égypte, d'y voir ce que peut incarner, ce que peut représenter ce thème à travers les époques. Évidemment, un thème qui revient tout le temps, à travers chaque siècle, ne fait que mieux ressortir la différence dont chaque époque se l'est appropriée, la différence dont chaque artiste se l'est approprié. Alors ce que je trouve intéressant à souligner notamment, c'est que très souvent, bien sûr, il y a cette thématique de la tendresse, de l'amour maternel. Vous voyez, ici, je vous en ai mis un exemple plus ancien d'un siècle. Là, on est à l'époque des primitifs flamands. On est aux Pays-Bas, un tableau de Gérard David. Alors, vraiment un petit tableau merveilleux, un vrai bijou, qui représente de manière tout à fait touchante cette très belle Vierge qui se repose. On fait une halte pendant le voyage. On donne à manger à l'enfant des petits raisins, qui évidemment, d'un point de vue symbolique, annonce son sacrifice, l'image du vin, bien sûr, avec le détail absolument adorable de l'âne, tellement sympathique, qui regarde la scène, et l'autre détail adorable de Joseph, qui est en train d'essayer de trouver à manger dans un arbre fruitier. J'ai envie vraiment de valoriser, de souligner combien à partir du XVIIe siècle, qui est le siècle au cours duquel on va voir fleurir pleinement dans les arts l'art du paysage, eh bien, j'ai vraiment envie de vous souligner le rôle que joue le thème de la fuite en Égypte dans l'éclosion de l'art du paysage en tant que tel. On le devine dans le tableau de Cigoli, vous voyez que le paysage joue un rôle assez important. On le voit de manière très manifeste ici, dans cette peinture d'Annibal Carrache, un peintre actif à Rome, que Cigoli a connu, c'est incontestable, et qui s'est donné ici, vous voyez, pour objectif de représenter la fuite en Égypte, mais qui en a fait
également l'opportunité de construire un paysage très harmonieux, très majestueux, un paysage classique, bien ordonné, bien rythmé, par de belles lignes horizontales, hein, les plans de ces collines, le cours de cette rivière, et de belles lignes verticales, les arbres notamment, vous voyez, qui encadrent la scène à gauche et à droite comme des espèces de rideaux, et puis cette construction majestueuse, cette fabrique à l'antique qui donne également de la noblesse à cette image. Le tableau que vous voyez ici, hein, c'est un tableau absolument décisif dans l'art du paysage, c'est un des tout premiers grands paysages classiques de l'histoire de l'art en tant que tel. Autre artiste que Cigoli a connu, qui est également un artiste qui a joué un rôle décisif dans le développement et l'éclosion du paysage, c'est l'Allemand Adam Elsheimer, qui travaillait à Rome. En fait, il y a fait l'essentiel de sa carrière et qui s'est donné notamment pour spécialité, et c'en est un exemple assez magnifique, c'était donné notamment pour spécialité la représentation de scènes nocturnes, vous voyez, qui est représentée ici avec énormément de poésie, énormément de mystère, avec ce détail, encore une fois, ravissant, vous voyez, de Joseph, que l'on devine à peine en train de jouer avec l'enfant Jésus, alors qu'on s'apprête à trouver une halte. Vous voyez, au fond de cette clairière, de s'approcher de ces bouviers hein, qui se reposent avec leurs bêtes. Puis on a cette image aussi très poétique de la lune et de son reflet. Alors dans ce contexte hein, du thème de la fuite en Égypte, on peut parfois avoir des représentations encore plus attendrissantes et encore plus sentimentales. Alors je vous en donne un exemple, j'espère que ça va vous plaire. C'est un thème qui est méconnu, qu'on appelle donc, c'est un épisode de la fuite en Égypte, c'est ce qu'on appelle la lessive de la Sainte Famille. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit la Vierge qui est en train de laver les langes de l'enfant Jésus, des langes que les petits anges s'apprêtent à poser sur un arbre pour les laisser sécher. Et pendant ce temps-là, eh bien le Saint Joseph est en train de lire un traité de théologie à l'enfant Jésus, hein, qui est évidemment un enfant très, très précoce en matière religieuse. Et tout ça, non mais c'est le cas, hein. Et tout ça nous compose une image absolument ravissante, hein, très touchante, et très typique de cette dévotion de la Contre-Réforme, qui invitait en fait évidemment chaque famille à imiter, par leur sainteté, par leur piété, par leur pauvreté, à imiter l'image de la famille par excellence, la Sainte Famille. En fait, ces tableaux sont autant d'invitations à l'imitation. Alors au contraire, on peut avoir des artistes beaucoup plus sévères et beaucoup plus sérieux qui vont se donner pour objectif de la fuite en Égypte d'une exploration archéologique de ce que c'est que l'Égypte. C'est notamment le cas de Nicolas Poussin, qui lui vraiment est un artiste très, très intello, hein, très intellectuel, qui donne vraiment à son travail une ambition d'historien et d'archéologue. Et dans ce tableau que vous voyez ici, des nombreuses saintes familles que Nicolas Poussin a peint, eh bien, l'artiste s'est vraiment donné pour but, et on le sait par sa correspondance, parce qu'il nous le dit dans ses lettres, il s'est donné pour but de représenter l'Égypte antique de la manière la plus convaincante possible, pour servir de cadre le plus convaincant possible à cette représentation de la Sainte Famille. Alors il y a tout un ensemble de détails qui sont typiques, hein, notamment, vous voyez, le choix d'avoir représenté ces petits personnages qui viennent accueillir la Sainte Famille avec un teint, hâlé, hein, ce ne sont pas des personnages à la peau blanche, ça donne une forme d'exotisme. Vous avez aussi ce détail très très frappant au second plan d'une procession égyptienne avec des personnages hein, qui semblent des prêtres, qui semblent porter une sorte de cercueil peut-être, ou un tabernacle sacré sous un portique avec un obélisque, avec également un autre détail que vous avez à droite là qui est très intéressant, qui est une sorte de une sorte de pigeonnier, si je puis dire, dans lequel on logeait les ibis, qui étaient les oiseaux sacrés que protégeaient donc les prêtres du dieu Thoth. Et donc tous ces détails d'architecture, il faut avoir à l'esprit que c'est tout à fait extraordinaire pour cette époque. Personne ne voyage en Égypte au XVIIe siècle. La Méditerranée est dangereuse, l'Égypte fait partie de l'Empire ottoman, donc c'est l'ennemi de la chrétienté, mais on est quand même fasciné par cette patrie des pharaons, et on s'efforce de la reconstituer avec moult détails archéologiques, en fait, pour
reconstituer ce paysage égyptien, Nicolas Poussin s'est en fait inspiré d'une mosaïque réalisée par des Romains, mais qui représentait un paysage égyptien tel qu'on pouvait le connaître à l'époque de l'Empire romain. Cette mosaïque, elle a été trouvée dans le temple de Paestum, Préneste, qui est une ville à une quarantaine, je crois, de kilomètres de Rome. Et vous imaginez bien qu'au XVIIe siècle, c'était une découverte incroyable. Tout à coup, on pouvait voir de ses yeux l'Égypte telle qu'elle pouvait être à l'époque de l'Antiquité, et donc précisément à l'époque de la Sainte Famille. Alors il y a par exemple, alors attendez que je le retrouve, il y a un détail, notamment, que vous allez reconnaître tout de suite. Alors vous avez le détail en fait qu'on a vu donc à droite de la procession qui passe sous un petit temple. Eh bien Poussin l'a récupéré en fait de cette mosaïque, puisqu'on retrouve exactement la même scène, la petite architecture et les personnages qui font une procession. Et puis d'autre part, voilà, alors exactement, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, en fait je vous mets le pointeur, donc ça se trouve ici, vous voyez, vous reconnaissez peut-être aussi le pigeonnier à ibis que Poussin a repris de la même manière, littéralement, pour son tableau. Alors encore un autre exemple de thème typique de la fuite en Égypte, c'est la destruction des idoles. Dans la tradition chrétienne, c'est évidemment pas ce n'est pas dans la Bible, c'est dans la tradition orale. On raconte que lorsque l'enfant Jésus pénétra en Égypte, il fut initié peut-être à des mystères des prêtres égyptiens, mais dans le même temps, son passage provoqua la destruction des idoles païennes. L'Égypte, c'est la terre religieuse et sacrée par excellence, mais en même temps, c'est la terre des dieux anciens, des vieux dieux, des dieux d'avant la grâce, d'avant la rédemption. Et donc, on raconte que lorsque l'enfant Jésus passa devant les statues des dieux égyptiens, ceux-ci s'écroulèrent et lui laissèrent la place pour instituer cette nouvelle religion qu'il allait bientôt susciter. C'est ce qu'on voit dans ce tableau très spectaculaire de La Grenée, où on voit que l'enfant Jésus est, pour ainsi dire, en train d'exorciser, d'un geste d'autorité. Il est en train d'exorciser un temple égyptien, et on voit les anges, dans une dynamique assez magnifique, c'est vraiment un très beau tableau, sont en train de renverser les idoles païennes. Allez, encore un autre exemple que j'ai plaisir à vous montrer, puisque c'est un tableau de Louis Goffier, un artiste au sujet duquel nous avons organisé une exposition au musée Fabre l'été dernier, et qui vous représente ici, encore une fois, sur un mode très intéressant, très typique, encore une fois, de son époque, sur un mode néoclassique. On est peu avant le début du 19e siècle, qui nous représente la fuite en Égypte, à la manière de Poussin, comme un véritable archéologue, encore une fois, mais avec des données archéologiques encore plus fiables que celles de Poussin, puisque vous voyez qu'il a représenté un temple égyptien avec la forme si caractéristique du pylône, c'est-à-dire avec ce côté recourbé en hauteur, que vous n'aviez pas dans le tableau de Poussin, et qui est très typique de l'architecture égyptienne, et de la même manière avec une espèce de fascination pour les hiéroglyphes, qui sont représentés avec beaucoup de précision, mais à une époque où on ne sait pas encore les lire. Eh bien, cette période, ce tableau correspond précisément à l'époque de l'éclosion de l'archéologie, qui petit à petit devient une discipline de plus en plus scientifique en Europe, si bien que les Saintes Familles, ça devient presque des traités d'archéologie en peinture. Alors vous voyez, si on revient, nous, à notre tableau du musée Fabre, lui, il insiste surtout sur cette veine douce, émouvante, très typique de la peinture de la Contre-Réforme, qui insiste surtout sur, si je puis dire, le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que l'enfant Jésus était pleinement un homme. Donc, vous voyez, c'est un petit bébé assez mignon, que la Vierge était une femme véritable et qu'elle l'allait. On ne craint pas de représenter ce détail qui assure pleinement l'humanité de la Sainte Famille et l'humanité du Christ. Alors j'en viens à un troisième tableau maintenant, une esquisse donc de François-Xavier Fabre.
donc le fondateur de notre musée de Montpellier, qui s'est intéressé ici, cette fois-ci, vous voyez, on n'est plus dans le registre du quotidien, on n'est plus dans le registre de la Bible, on est cette fois-ci dans le registre de la mythologie antique, de la mythologie grecque. Alors je vous présente tout d'abord l'épisode qui est figuré ici, parce qu'il est peu connu aujourd'hui, alors qu'au temps de Fabre, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, il a connu un succès exceptionnel. C'est l'histoire de Philoctète. Alors qui est Philoctète ? C'est un ami d'Hercule, qui l'aide à la fin de sa vie, à la fin de la vie d'Hercule, qui l'aide à dresser le bûcher sur lequel Hercule va se suicider pour ensuite gagner l'éternité et rejoindre l'Olympe. Et en remerciement, avant de se jeter dans le bûcher, en remerciement de son aide, eh bien Hercule offre à Philoctète son arc et ses flèches magiques. Alors l'histoire avance par la suite, et finalement la guerre de Troie se prépare, et on apprend, grâce à un oracle, que la guerre de Troie ne pourra être gagnée qu'avec l'aide des armes magiques d'Hercule. Donc on sait que c'est Philoctète qui les possède. Mais Philoctète avait promis de garder secrètes ces armes. Il ne devait pas les révéler. Finalement, il se laisse convaincre de les révéler et de prendre part à la guerre de Troie. Donc il rejoint tous les guerriers qui préparent leur flotte. Et sur le chemin du voyage, eh bien, Philoctète fait tomber une des flèches empoisonnées d'Hercule, parce qu'il y a du poison dans les flèches d'Hercule, il fait tomber sur son pied. Il se blesse, et tout à coup, eh bien, cette blessure se met à émettre une odeur absolument abominable. Mais tellement abominable qu'elle démoralise toute l'armée grecque. Et on choisit donc d'abandonner le pauvre Philoctète sur une île, on le laisse tout seul pendant le chemin du voyage. Donc là, vous voyez, c'est un autre genre de voyage qui n'est pas très amusant, c'est un exil. Puisque, au cours de ce voyage, la guerre de Troie, eh bien, Philoctète est abandonné en chemin et va se retrouver pendant tout le long de cette guerre, va se retrouver abandonné sur son île et devenir une espèce de véritable sauvage, solitaire, à vivre dans la nature. C'est une espèce de Robinson Crusoe à l'antique. Et les artistes se mettent à cette époque, à la fin du XVIIIe siècle, à représenter chacun son Philoctète. C'est un thème qui devient très à la mode, parce que notamment, eh bien, il y a un théoricien de l'art, un critique, non plutôt un théoricien, qui est à l'origine du mouvement néoclassique et qui s'appelle Winckelmann, c'est un Allemand. Il avait encouragé les artistes à s'intéresser à ce sujet. Je vais y revenir. Ce qui est intéressant, c'est que... je termine l'histoire. Au bout de 10 ans, eh bien, un oracle rappelle aux Grecs que pour remporter la guerre de Troie, ils ont besoin des armes d'Hercule. Et donc, on va voir le fils d'Achille, donc ce Néoptolème, un personnage assez méconnu aussi aujourd'hui, assez oublié, qui se rend sur l'île de Philoctète avec Ulysse pour prendre les armes de Philoctète et l'abandonner à nouveau. Donc, vous voyez, c'est un sujet assez tragique, assez pathétique, et on reconnaît bien les personnages. À droite, le sauvage Philoctète, avec, vous voyez, un oiseau qu'il a chassé pour se nourrir. Au centre de l'image, le jeune Néoptolème, qui a pris les armes, qui s'apprête à partir, mais qui est touché par la détresse de Philoctète. Et puis le rusé et pragmatique Ulysse, qui invite le jeune héros à partir rapidement et à laisser ce bougre de Philoctète sur son île pour encore peut-être 10 années. Ce qui est intéressant, c'est que on peut-être présumer que cette peinture, c'est une esquisse, et je vais y revenir, eh bien cette peinture, ce sujet a dû particulièrement intéresser Fabre, puisque dans sa vie lui-même, il a été un voyageur, et un voyageur sur le mode un peu triste de l'exil. En effet, Fabre se rend en Italie en 1787. Et lorsqu'il se rend en Italie, c'est parce qu'il a remporté le prix de Rome, le grand prix de l'Académie, qui lui garantit un séjour de 4 ans en Italie, à Rome, la patrie des arts, ce qui va lui permettre de se former à la peinture et ensuite de rentrer à Paris, et on lui souhaite une très belle carrière. Et bien, c'est pas du tout ce qui va se passer, puisque Fabre, sans le savoir, va en fait passer 30 ans en Italie. Alors tout d'abord, je vous le dis, un séjour de formation à l'Académie de France à Rome, c'est ce bâtiment monumental que vous voyez ici, le Palazzo Mancini, qui est sur le Corso.
Donc un lieu d'émulation, d'apprentissage. Je vous ai mis ici un assez charmant dessin de Charles Percier, qui est un contemporain de Fabre, un de ses camarades à l'Académie de France à Rome. Dans ce dessin, vous voyez de jeunes gens, de jeunes artistes, vous voyez qui se retrouvent. Le personnage au centre a un portefeuille à dessin sous le bras. Ils sont en train de discuter avant de se lancer à la découverte de la ville, où ils vont copier les sculptures antiques, les peintures de Raphaël, de Michel-Ange. Et puis, finalement, à cause de la Révolution française, eh bien Fabre, qui est de tendance plutôt conservatrice, va choisir de ne pas rejoindre la France, mais de demeurer en Italie, de se couper de son pays, de se couper de sa patrie, et finalement de s'installer à Florence, dans ce bâtiment que vous voyez ici, où il va passer plusieurs décennies, c'est son palais, et où il se constitue sa collection. Avant, imaginez de décider en 1825, il est parti en 1787, et c'est en 1825, au terme de sa vie, qu'il va faire le choix de rentrer dans sa ville natale et d'offrir sa collection. Donc j'ai vraiment envie de penser que ce sujet de Philoctète a dû particulièrement parler à Fabre, qui était lui-même un exilé, qui avait lui-même choisi, ce qui n'est pas le cas de Philoctète, qui avait lui-même choisi l'exil et qui était coupé de sa patrie. Alors il faut savoir que ce tableau, en fait, cette petite esquisse que nous avons au musée, est en fait préparatoire à un très grand tableau que nous avons également au musée et que je vous ai mis ici. Vous voyez que le tableau final fait 4,53 m de large, alors que l'esquisse fait 54 cm de large. Donc il y a vraiment une différence assez spectaculaire. Bon, c'est toujours amusant de regarder les variantes. On voit ici que, notamment, j'attire votre attention sur le fait que Fabre a représenté Philoctète assis. En fait, il a dû se dire que ça ne donnait pas tant de dynamique que ça à son personnage, parce que c'est vrai que si vous restez assis en disant « restez avec moi », ça veut dire que vous êtes prêt à laisser les gens partir. Alors que ici, vous voyez que le personnage est debout, en fait, et il a vraiment une assise qui est très forte, très prononcée sur sa jambe droite, avec ce beau mollet qui ressort bien et qui donne beaucoup plus de tension à ce personnage pathétique. On voit également que l'artiste a vraiment renforcé ce visage un peu de furieux, échevelé, de ce pauvre Philoctète sauvage et abandonné. Alors pourquoi cet intérêt pour ce sujet à cette époque ? Parce que Winckelmann donc avait souligné la beauté de ce personnage antique, sa beauté, son mélange de beauté et de pathétique. Et tout ce qui intéresse les artistes néoclassiques précisément, c'est de savoir représenter la douleur sans rendre la figure horrible, sans tomber dans la laideur. En fait, cette évocation de Philoctète, elle a lieu à l'occasion d'un ouvrage donc, que Winckelmann avait écrit et dans lequel il se faisait le théoricien d'un art nouveau qui n'existait pas encore, mais évidemment quand il y a un grand intello qui se met à dire il faut faire ça, tous les artistes, 15 ou 20 ans après, se mettent à tous peindre comme ça pour correspondre aux grandes idées du grand visionnaire. Et Winckelmann donc faisait l'exaltation de la beauté de la sculpture antique qui était capable de représenter la souffrance, mais sans la représenter de manière horrible, mais toujours en la représentant de manière noble. Et pour Winckelmann, l'expression suprême de cette beauté et de ce pathétique habilement mêlé, harmonieusement mêlé, c'est cette sculpture du Laocoon, qui est un des antiques les plus célèbres des collections du pape, et qui vous représente, vous voyez un personnage qui est en train de se faire en fait étouffer par un serpent, mais qui ouvre la bouche, mais sans pousser un hurlement qui lui déformerait le visage. Il hurle, en fait il crie, mais sans hurler. Il crie de manière noble et majestueuse. Et Winckelmann écrivait, et imaginez que ça ne tient qu'à ça, il écrit « Laocoon souffre, mais comme le Philoctète de Sophocle », pièce de l'Antiquité qui raconte l'histoire de Philoctète. Laocoon souffre, mais comme le Philoctète de Sophocle. Son horrible situation déchire le cœur, mais nous inspire en même temps le désir d'être en état d'imiter sa confiance et sa magnanimité dans les malheurs qui peuvent nous arriver. Donc vous voyez, l'exaltation du courage dans la douleur. Et il a suffi que Winckelmann compare le Laocoon antique à la pièce de Philoctète de Sophocle pour que tous les artistes, quelques années plus tard, se mettent à peindre des Philoctètes et essayent de représenter
cette douleur, cette souffrance, cet état d'abandon pathétique. Alors je vous en ai mis quelques exemples pour vous l'illustrer. C'est vraiment amusant de voir de la même manière comme chaque artiste s'est mis à faire son philoctète. En voici un exemple d'un artiste spécialisé dans l'art du paysage, mais qui a utilisé le sujet de philoctète comme prétexte à la mise en scène d'une île mystérieuse. C'est un peu l'île abandonnée, c'est l'île sauvage. Et donc dans son antre, on a le sauvage philoctète, et puis peut-être plein de remords. On voit les deux guerriers, vous voyez, qui s'approchent discrètement pour lui dérober les armes d'Hercule. Donc un tableau un peu à suspense, qui se construit vraiment comme une scène de théâtre par ce grand paysagiste qu'était Valenciennes. Un autre exemple assez fascinant, la photo n'est pas bonne et je vous prie de m'en excuser, par Jean-Germain Drouet, contemporain de Fabre. Fabre l'a très bien connu, c'est un camarade de l'atelier de David, et ensuite ils se sont connus, enfin ils ont continué à se côtoyer à l'Académie de France à Rome, qui nous représente ici une sorte de philoctète culpabilisateur, vous voyez, espèce de personnage démesuré, abandonné, qui est face à nous, qui a les yeux tournés vers le ciel, il a presque l'air d'avoir les yeux sans pupille, vous voyez, c'est assez effrayant, et qui est en train de s'éventer sa blessure avec une aile d'oiseau qu'il a arrachée dans un paysage très très inquiétant, très effrayant, une île abandonnée très hostile. Encore un autre exemple, vous voyez ici, pour confirmer vraiment cette fascination pour l'image de cette espèce de... J'aime bien l'idée d'un Robinson Crusoe à l'antique, cette image du sauvage abandonné qui fascinait les artistes de cette époque. Cette fois-ci, c'est Philoctète en train de chasser, vous voyez, sur son île. Il est en train de rejoindre sa proie péniblement, parce que n'oubliez pas qu'il a le pied blessé. Pour continuer sur cette idée de l'exil, je suis aussi assez frappé de remarquer, on le voit notamment dans les collections du musée Fabre, un intérêt pour Fabre l'exilé pour d'autres thèmes du voyage et du voyage malheureux, du voyage de l'exil. En voici un autre exemple, c'est le thème d'Œdipe à Colonne. Alors c'est un sujet qui est souvent oublié, souvent méconnu, c'est un peu la suite de l'histoire d'Œdipe. Vous savez, l'histoire d'Œdipe ne se finit pas au moment où il découvre qu'il a fait des enfants à sa mère et qu'il a tué son père. À ce moment-là, Œdipe ne se suicide pas, attention, il se crève les yeux et il mène ensuite une vie d'exil et d'errance, accompagné par sa fille Antigone. Et les dramaturges de l'Antiquité, notamment Sophocle, si je dis pas de bêtises, encore lui, ont écrit des pièces qui racontent la douleur, la souffrance pathétique d'Œdipe, qui se retrouve aux portes d'une ville, la ville de Colonne, dans laquelle il demande l'hospitalité en se présentant comme un pauvre vieillard, un pauvre misérable abandonné par sa fille. Et comme on le voit ici, eh bien, l'horreur de son crime est plus grave que l'irrespect envers une des lois les plus sacrées de la vie, qui est l'hospitalité. Et on voit que les citoyens de Colonne arrivent aux abords de leur ville et rejettent le pauvre Œdipe, qui va rester donc aux portes de la ville et qui ne pourra pas jouir de cette vertu fondamentale qui est l'hospitalité. Et puis encore un autre exemple, cette fois-ci la fin d'un exil, toujours peint par Fabre, à cette époque où lui-même est en exil à Florence, le retour d'Ulysse, un des tableaux les plus spectaculaires qu'il ait peint durant sa carrière. Cette fois-ci, c'est le retour d'un exilé. Après, n'oubliez pas, c'est pas après 10 ans d'exil, c'est après 20 ans d'exil, puisque la guerre de Troie, c'est 10 ans, et ensuite, les voyages d'Ulysse, c'est encore 10 ans. Donc ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas vu sa patrie. Et Homère nous raconte un passage particulièrement dramatique dans l'Odyssée. C'est le moment où Ulysse, qui se déguise en pauvre mendiant, arrive à son palais, incognito, parce qu'il doit préparer sa vengeance, puisque les prétendants entourent sa femme et veulent la lui prendre. Il entre dans le palais, il peut jouir des lois de l'hospitalité, il est reçu dans le palais, aussi misérable soit-il, et conformément aux lois de l'hospitalité, eh bien, une servante, qui est en fait sa vieille nourrice, lui lave les pieds. Et en lui lavant les pieds, tout à coup, elle reconnaît une blessure que le jeune Ulysse s'était fait à la chasse
et en lui touchant la blessure, elle le reconnaît. Et à ce moment-là, Ulysse met la main sur la bouche de sa nourrice pour qu'elle ne révèle pas sa planque, en fait. Et donc, ça nous donne ce tableau tout à fait dramatique avec Ulysse, vous voyez, dans l'obscurité, qui prépare sa revanche. C'est un tableau tout en tension, avec ce détail magnifique de ce coup de lumière qui est projeté sur l'œil de la nourrice, espèce d'œil écarquillé de surprise. Et puis, au second plan, sur un mode plus poétique, plus élégiaque, la belle Pénélope qui est en train de rêver de son mari qu'elle croit si loin et qui est pourtant si proche. Donc, vous voyez, de la même manière, on est assez tenté d'imaginer que notre cher Fabre, en peignant ce tableau, devait penser lui-même à sa patrie qu'il avait quittée et qu'il ne rejoindra, imaginez, que 25 ans après avoir peint cette toile. Et puis j'en arrive au dernier tableau de cette petite présentation, le tableau le plus tardif d'ailleurs, vous voyez que désormais on est au tout début du 19e siècle, un tableau peint par une femme artiste, Hortense de Bourg-Lescaut, qui était incontestablement, je pense, la femme artiste la plus célèbre à son époque. Donc elle envoie des tableaux au salon sous l'Empire et sous la Restauration. Et c'est notamment une grande protégée de la cour, c'est notamment la peintre favorite de la duchesse de Berry, à la cour de Louis XVIII et de Charles X sous la Restauration. Elle expose chaque année de très nombreux tableaux au salon, elle est couverte d'honneur, elle remporte des médailles. Et dans le tableau que vous voyez ici, eh bien, elle illustre une fable de La Fontaine, qui nous parle également, encore une fois, de voyage. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle nous en parle de manière assez typique des fables, c'est-à-dire de manière totalement abstraite. C'est un voyage, encore une fois, un voyage assez universel, c'est pas le voyage précis de tel ou tel héros, c'est pas le voyage précis de tel ou tel personnage de la Bible, c'est tout simplement le voyage d'un père et de son fils qui veulent aller à la ville pour vendre un âne. Dans la fable, je vais vous lire la fable en fait, puisque je l'ai rapportée et elle est assez méconnue, donc c'est l'occasion de la lire et de l'écouter. Alors, je vous ai passé l'introduction, parce que La Fontaine écrit une première introduction où il parle du pouvoir de la fable, et j'en viens directement au récit. Donc, il écrit « J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens idiots, couple ignorant et rustre, le premier qui les vit de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là? Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure, il fait monter son fils, il suit, et d'aventure, passe 3 bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il put. « Oh là, oh, descendez, que l'on ne vous le dise, jeune homme qui menait laquais à barbe grise. C'était à vous de suivre, au vieillard de monter. Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. » L'enfant met pied à terre. Et puis le vieillard monte. Quand 3 filles passant, l'une dit, c'est grand honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage. Il n'est, dit le meunier, plus de veau à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. Après main colibet, coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de 30 pas, une 3e troupe trouve encore à gloser. L'un dit, ces gens sont fous, le baudet n'en peut plus, il mourra sous leurs coups. Et quoi, charger ainsi cette pauvre bourrique? N'ont-ils point de pitié de leurs vieux domestiques? Sans doute qu'à la foire ils vont vendre sa peau. Parbleu, dit le meunier, est bien fou du cerveau, qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois si par quelque manière nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux.
L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Un quidam les rencontre et dit « Est-ce la mode que Baudet aille à l'aise et Meunier s'incommode ? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser ? Je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent de leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête. Et la chanson le dit. Beau trio de Baudet, le Meunier repartit. Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Il le fit, et fit bien. Donc vous voyez une fable assez amusante, qui nous raconte tout simplement que chacun a toujours son opinion sur un sujet, qu'on se prend toujours des opinions contradictoires et que la seule manière de s'en sortir, c'est d'être résolu dans sa propre opinion. Alors, c'est précisément ce sujet que nous représente ici cette jeune peintre, Hortense de Bourlescaux, dans ce tableau assez ravissant, en choisissant le passage qui va permettre de montrer les trois jeunes filles. Vous voyez d'ailleurs que c'est l'occasion de présenter trois figures, trois visages absolument ravissants et trois robes peintes avec vraiment une lumière, des couleurs tout à fait suaves, très délicates, très raffinées, très sucrées, qui sont extrêmement plaisantes pour l'œil. Mais je vais revenir sur cette question des toilettes. Alors, le Meunier, son fils et l'âne avait déjà fait l'objet d'une illustration, et notamment dans un recueil très luxueux des Fables de La Fontaine, qui était accompagné d'illustrations d'après des dessins d'un grand peintre animalier qui était donc Jean-Baptiste Oudry. C'est un des très grands monuments de l'édition du XVIIIe siècle, qui sort au milieu du siècle. Et donc vous voyez que là, l'illustration, elle est beaucoup plus pléthorique, puisqu'on a vraiment tous les épisodes. Vous voyez la première étape, donc le vieux et son fils portent l'âne. La deuxième étape, c'est le fils qui monte dessus. La troisième étape, en rapport avec notre tableau, les trois jeunes filles, le vieux sur l'âne et le jeune fils qui marche derrière. Puis en bas à gauche, le moment un peu catastrophique où les deux montent sur l'âne. Et puis le moment, la dernière étape où on le laisse presque paître en liberté. Donc vous voyez, on a un petit peu toutes les étapes. Ce que je trouve intéressant ici dans ces gravures, c'est que on nous représente la scène un petit peu comme on peut l'imaginer à l'époque contemporaine de Oudry, quelque part en France, à la campagne. Vous voyez, avec un joli village, un clocher, trois messieurs en tricorne, des paysans un petit peu misérables, typiques du XVIIIe siècle. Ce qui est intéressant, au contraire, c'est que dans le tableau d'Hortense de Bourlescaux, c'est pas du tout les costumes typiques du début du XIXe siècle qu'on voit, ce sont des costumes italiens. Je vous invite notamment à considérer ces très caractéristiques coiffes que portent ces jeunes dames, qui sont en fait les coiffes typiques que portaient les femmes italiennes, notamment les femmes romaines ou les femmes de Frascati. On pourrait encore détailler tous les éléments du costume, les corsets qui sont très très délicats. En fait, ce que vous voyez ici, c'est l'apparition de quelque chose qui va être décisif dans l'imaginaire du voyage au XIXe siècle, c'est la notion de pittoresque. C'est-à-dire, on pourrait même dire, si vous préférez, de folklorique. Mais le mot pittoresque est plus typique du XIXe siècle. On se plaît à représenter des imaginaires lointains en insistant sur les mœurs, sur les costumes, sur les traditions de peuples éloignés, ici les Italiens, pour renforcer le sentiment de l'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que on a moins vu dans les tableaux précédents ou qu'on a vu dans des espaces très lointains, notamment l'Égypte. C'est quelque chose qui va pleinement s'affirmer au XIXe siècle avec la fascination pour ces contrées lointaines, l'Italie, mais bientôt l'Espagne, mais bientôt l'Orient, tous ces éléments qui vont susciter des rêveries à l'époque romantique qui est en train d'apparaître. Eh bien, pour le costume pittoresque italien, une des premières expressions de ce goût pour le folklorique, c'est précisément Hortense de Bourlescaux qui l'a illustré dans ses tableaux.
Alors ce tableau, on a vraiment aussi voulu l'acheter au musée. Pardon, parce que oui, j'ai oublié de le dire, c'est un achat tout récent. En fait, c'est un tableau qu'on a acquis sur le marché de l'art en vente publique à Drouot en 2020. C'était amusant de constater qu'on avait déjà dans notre collection un dessin de la même artiste qui représente le même sujet, mais vous voyez de manière un peu différente, mais exactement le même épisode. Mais cette fois-ci, une œuvre d'art graphique et non pas une huile sur toile. Mais comme vous le voyez, encore et toujours, avec cette insistance sur le costume folklorique italien, alors que jamais La Fontaine ne nous dit que ça se passe en Italie. Hein. La Fontaine ne nous dit même pas où ça se passe, en fait. La Fontaine est indifférent à cette question. Il raconte une fable et veut en tirer une morale. Alors qu'au contraire, ici, eh bien, notre artiste, elle a voulu donner ce cachet un peu folklorique en se réappropriant un thème universel, mais en le situant dans un imaginaire, dans un ailleurs qui fasse voyager l'esprit des spectateurs. Alors, comme je vous le disais, ce thème, cette veine folklorique, elle va vraiment être promise à un extraordinaire avenir. Vous voyez que ici, c'est un folklorique assez mignon, assez charmant, assez brillant. Regardez ce qu'on peint à peine quelques années plus tard. Voilà un tableau de Léopold Robert qui, mise en plein dans cette veine folklorique, c'est la représentation de paysans italiens qui arrivent pour commencer donc les moissons dans les marais pontins. Et là, vous voyez que l'artiste, c'est presque un anthropologue. Hein. Il y a une insistance extraordinaire sur les mœurs italiennes, notamment, vous voyez la danse avec ces cornemuses très typiquement italiennes, ces chapeaux également, les robes, les rubans. C'est vraiment un tableau d'anthropologue, et avec le tableau d'Hortense de Burlesco, on est à l'aube de cette nouvelle veine. Et vraiment, j'insiste là-dessus, la veine des paysans italiens, des costumes folkloriques italiens est promise à un immense avenir dans tout le 19e siècle, aussi bien dans la peinture française que dans toute la peinture européenne. Au musée Fabre, on en a deux exemples très typiques. Vous voyez que ce sont toujours ces costumes italiens, ce sont toujours ces coiffes tellement typiques, mais cette fois-ci, vous voyez, représentés dans un style très différent, beaucoup plus classicisant, beaucoup plus radical, beaucoup plus monumental également, avec des tableaux. Ici, à gauche, un tableau d'Henri Lehmann, à droite, un tableau du Montpelliérain Alexandre Cabanel, et vous voyez que désormais, eh bien, la représentation du costume folklorique, à cette époque de fascination pour le voyage en Italie, est devenue un thème en soi qui n'a même plus besoin du prétexte d'une fable. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, eh bien, je suis tout oui. Merci à tous.